Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du droit honoraire et du formalisme du mandat, notamment depuis les lois récentes Allure et Hamon qui ont modifié pas mal de choses. Alors, l'activité de l'agent immobilier est encadrée par la loi Hoguet et son décret. La loi Hoguet date de 70, le décret date de 72. Tout ça, ça a été applicable depuis le 1er janvier 73 et beaucoup d'agents immobiliers se plaignent en disant c'est une loi obsolète, elle est ancienne, elle a plus de 40 ans, etc. Sauf qu'elle a été beaucoup modifiée au fil des ans et bien sûr encore tout récemment. Alors, ce qu'il faut en retenir de cette loi, c'est que c'est une loi de police qui est assez répressive et que certes, elle régit les conditions d'accès à la profession, par exemple, mais surtout les relations de l'agent immobilier avec ses clients, ce qu'il a le droit de faire et surtout ce qu'il n'a pas le droit de faire. Alors, je vais commencer par le droit honoraire de l'agent immobilier, puisque la finalité d'un métier, c'est quand même de gagner sa vie. Et on va voir sous quelles conditions on a le droit de se faire payer. Et ensuite, on verra le formalisme du mandat. Pour le droit à honoraire, alors quand je dis commission, c'est par erreur, puisque depuis la loi Allure, on parle d'honoraire et plus de commission. 35 ans à parler de commission, ça ne s'efface pas comme ça. Donc, il y a 3 conditions cumulatives pour le droit honoraire. Ce qu'il y a dans le mandat, ce qu'il y a dans l'engagement des parties et le fait que l'affaire soit effectivement conclue par l'entremise de l'agence. En ce qui concerne ce qui doit être inscrit dans le mandat, c'est le montant ou le mode de calcul des honoraires ainsi que l'indication de l'un ou des parties qui en ont la charge. Et si elle est partagée, il faut le préciser. Donc ça nous apprend qu'on peut faire figurer dans un mandat, du point de vue des honoraires, un forfait, un pourcentage. Ça nous apprend aussi que les honoraires peuvent être payés par le vendeur ou par l'acquéreur ou partagés, et qu'un mandat signé par le vendeur peut prévoir des honoraires charges vendeur bien sûr, mais aussi des honoraires charges acquéreur, ou inversement, le cas peut se produire aussi. Il suffit en fait de le prévoir dès le mandat. Pour l'engagement des parties, le compromis, donc c'est la même chose, sauf bien sûr le mode de calcul, puisque à ce stade, on est censé connaître le montant des honoraires. Et il doit y avoir cohérence entre le mandat et le compromis, bien évidemment. Il ne peut pas y avoir d'honoraire charge vendeur sur le mandat suivi d'honoraire charge acquéreur sur le compromis sans avoir fait un nouveau mandat, ou mieux, un avenant au mandat de vente. Alors pourquoi plutôt un avenant, parce qu'un nouveau mandat, on le fait souvent au dernier moment et il peut être invalidé par un juge qui va dire qu'il n'y avait pas eu assez de temps pour négocier. Enfin, si vous faites un nouveau mandat signé par exemple par l'acquéreur. Donc il y a un risque. Et puis il y a un autre risque depuis la loi Allure qui impose quand les honoraires sont à la charge de l'acquéreur, y compris s'ils sont compris dans le prix présenté, on doit indiquer le montant des honoraires charges acquéreurs en ce qui concerne la vente en pourcentage. Alors le fait de pratiquer habituellement des honoraires charges vendeurs et de les basculer charges acquéreurs, peu importe en faisant un mandat, un avenant, etc., pourrait être interprété par l'administration des DCCRF comme une pratique commerciale trompeuse, puisqu'on nous reprocherait de faire comme ça pour éviter d'afficher nos honoraires charges acquéreurs alors qu'on bascule presque systématiquement charges acquéreurs. Donc il faut être très prudent avec ça. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire du tout, mais être très très prudent et ne le faire que très peu et prendre un certain nombre de précautions. Par exemple, en faisant signer un avenant au mandat. Donc ça va être signé, si vous avez un mandat signé par le vendeur, cet avenant va être signé également par le vendeur. Et sur cet avenant au mandat, on précise bien que c'est à la demande expresse de l'acquéreur, les honoraires, vous voyez une option, à la demande expresse de l'acquéreur, les honoraires de l'agence, initialement prévus à la charge du vendeur, seront désormais à la charge de l'acquéreur. Alors cet avenant est signé par le mandant, c'est-à-dire le vendeur, par l'agence bien sûr,
et par le ou les acquéreurs également, puisque c'est eux qui font la demande express de mettre les honoraires à leur charge. Donc ça, c'est une précaution, on va dire, supplémentaire, mais il est déconseillé de pratiquer ainsi plus d'une ou deux fois par an, on va dire. Voilà. Alors, qu'est-ce qui peut se passer bien évidemment, pourquoi est-ce qu'on bascule souvent les honoraires à la charge de l'acquéreur? Parce que ça fait des petites économies de frais de notaire, n'est-ce pas? Et c'est souvent les notaires, on fait un compromis, et les notaires disent « Ah, mais prenez les honoraires à votre charge, on est obligé de tout refaire. » Et puis, comme je vous l'ai dit, maintenant, c'est dangereux. Donc, si ce que vous pouvez faire, là, vous voyez, je suis sur notre blog, ce que vous pouvez faire, c'est envoyer au notaire la lettre type, que j'ai mise carrément sur le blog, donc elle est disponible pour tout le monde. Cher maître, le nouvel article 6 de la loi de janvier 70, donc la loi Hoguet, instaurée par la loi Allure, nous interdit désormais de mettre à la charge de l'acquéreur des honoraires initialement prévus à la charge du vendeur. Nos publicités seraient rétroactivement considérées comme mensongères puisque nous ne mentionnons pas ces honoraires. Encore une fois, si vous le faites une fois ou deux, on ne vous le reprochera pas, mais si vous le faites de manière habituelle, là, il y a un énorme risque. Et nous vous remercions donc à l'avenir de ne pas conseiller à nos clients acquéreurs communs de prendre les honoraires à leur charge. Allez. Bien. Alors, puisqu'on parle d'honoraires, les honoraires sont libres, bien évidemment. Ceux depuis, autant que je me souvienne, le 1er janvier 87. Mais ils doivent figurer sur un barème que l'on ne doit absolument jamais dépasser. Ça serait vraiment une infraction très grave. Et non seulement on ne doit pas le dépasser, mais on doit le respecter. C'est-à-dire on ne peut pas non plus brader nos honoraires. Et là encore, de manière systématique. Ce qu'on vous reprocherait, c'est d'avoir fixé un barème trop élevé et ensuite de pratiquer à la tête du client. Donc ça ne marche pas non plus. Mais rien n'interdit, bien évidemment, de faire des réductions pour certains clients dans des circonstances particulières. Par exemple, des confrères sont passés avant vous et ont pratiqué des honoraires beaucoup plus bas. À ce moment-là, vous expliquez pourquoi dans le mandat en conditions particulières, pourquoi vous êtes notablement en dessous du barème. Et ça suffit. On a eu 2 ou 3 contrôles des DCCRF dans des agences où on a montré comment on faisait. Ils ont vraiment beaucoup apprécié. Bien évidemment, si c'est simplement un arrondi même de quelques centaines d'euros, c'est pas très important. Mais si vous faites un tarif notablement inférieur à votre barème, il faut expliquer pourquoi. Alors, je reviens donc au mandat. Il est obligatoire, il est obligatoirement écrit et il doit respecter un certain nombre de conditions de forme. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un mandat d'abord? Un mandat, c'est un contrat par lequel, je parle de mandat de vente, bien sûr, pour simplifier, par lequel un ou plusieurs propriétaires nous cherchent de trouver un acquéreur pour leurs biens. En fait, je parle de mandat de vente, mais nos mandats ne sont pas vraiment des mandats de vente dans 100 cas sur 100. Parce qu'il peut y avoir une exception. C'est la mention expresse du 3e alinéa de l'article 72 qui dit que si on est mandaté pour une opération déterminée, le mandat en fait expressément mention. Donc, la jurisprudence a interprété que nos mandats étaient des mandats d'entremise. Ils ne peuvent en aucun cas nous permettre de vendre à la place du propriétaire, ni même de le forcer à vendre. On ne peut pas l'obliger, mais bien évidemment, si on a accompli notre mandat dans les conditions prévues, c'est-à-dire qu'on a trouvé un acquéreur au prix, un acquéreur normalement finançable, et qu'il refuse, il en a tout à fait le droit, qu'il s'agisse d'ailleurs d'un mandat simple ou exclusif. Et à ce moment-là, il nous devrait des dommages et intérêts d'un montant, en principe, égal aux honoraires prévus. Alors, ensuite, le mandat doit être enregistré par ordre chronologique sur un registre prévu à cet effet. Et, ça, a priori, c'est simple. Sauf que sur le mandat, et bien évidemment sur l'exemplaire remis au mandat, doit figurer le numéro d'ordre du dit registre. Et sachant qu'on doit remettre un exemplaire du mandat au mandant dès sa signature,
avec le numéro. Eh ben, comment est-ce qu'on fait s'il y a plusieurs négociateurs, par exemple à l'agence? Vous avez un registre papier à l'agence, vous avez plusieurs négociateurs qui ont des rendez-vous en même temps. Et ben, c'est pas évident de mettre le bon numéro. Pourquoi? Parce que il y a plusieurs solutions. Il y a une solution qui est couramment pratiquée, c'est de prendre les 2 exemplaires du mandat, de revenir à l'agence, de l'enregistrer le mandat, de le renvoyer ou de le rapporter au propriétaire. Ben ça, c'est pas possible parce que ça serait même passible de la correctionnelle, puisque on doit laisser un exemplaire au propriétaire immédiatement, parce que sinon il ne pourrait pas bénéficier, puisque c'est signé chez lui, il ne pourrait pas bénéficier de son délai de rétractation. Donc ça serait un délit, c'est pas possible. Alors en plus, certaines agences renvoient le mandat avec une belle lettre. Veuillez trouver si vous joignez votre exemplaire avec le numéro. Bon, on donne le bâton pour se faire battre. Alors parfois on me dit, ben oui, mais moi je téléphone à l'agence. Ben oui, mais enfin ça veut dire qu'on ne travaille pas le soir, parce que le soir en général il n'y a pas beaucoup de personnel administratif. Une autre solution, s'attribuer des numéros à l'avance entre plusieurs négociateurs. Mais le souci, c'est que si un des mandats n'est pas signé, il va y avoir un trou. Vous prenez le 101, le 102, le 103, celui qui devait rentrer le 101, finalement le mandat ne se signe pas. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un trou et après il faut maquiller pour ou expliquer ou maquiller. Mais le problème, il est simple. Vous avez un litige, par exemple, 6 mois après un acte authentique, les acquéreurs trouvent un vice caché, ils vont voir un avocat. Il y a un litige, vous y êtes complètement étranger. Mais ce qui va se passer, c'est que l'avocat va remettre en cause les honoraires, entre autres, en plus de nous assigner une responsabilité. Mais il va remettre en cause nos honoraires et ça va être très facile si... il va demander pratiquement systématiquement maintenant la production du registre des mandats. Et s'il y a une erreur sur ce registre, mais pas forcément concernant le mandat incriminé, mais s'il y a une erreur ou 2 ou 3 erreurs, il va dire monsieur le juge, vous voyez, nous avons affaire à un mauvais professionnel qui ne tient pas correctement ce registre officiel. Et le juge suit. Il y a des jurisprudences comme quoi le mandat, alors que le mandat répondait à toutes les conditions de forme par ailleurs, le mandat a été considéré comme nul. Voilà. Donc, de toute façon, maintenant, on a le registre électronique, ou alors une autre solution, celle qu'on pratique, nous, depuis très très longtemps, c'est d'avoir un registre des mandats par personne. Alors là, il ne peut pas y avoir de risque d'erreur, puisqu'on le laisse à la maison ou à l'agence, et on sait très bien quel numéro on en est, on part avec une photocopie de la dernière page. C'est tout simple comme ça. Rien n'empêche dans une agence, en tout cas rien n'interdit dans une agence d'avoir plusieurs registres des mandats. C'est pas compliqué. En partant, un négociateur part du numéro 100, un autre du numéro 500, enfin peu importe. C'est pas interdit. C'est pas interdit expressément par la loi Hoguet, donc c'est autorisé. Nous, on le pratique effectivement depuis très longtemps. On a eu de nombreux contrôles, tant du garant que des CCRF. Il n'y a aucun souci avec ça. Et la loi Hoguet, quand elle veut interdire d'avoir, plusieurs comptes article 55, par exemple, elle le dit expressément, il ne peut être ouvert qu'un compte de cette nature par titulaire de carte professionnelle. Oui, donc là au moins, c'est clair. Alors, après, qui doit signer le mandat? Le ou les propriétaires, donc bien sûr, tous directement ou par procuration. Alors là, il y a eu une jurisprudence récente qui nous dit que le mandat n'est pas nul s'il est signé par un seul des propriétaires. Oui, parce que ce n'est pas un acte de disposition, donc pas de souci, mais il n'est pas nul vis-à-vis de nous, c'est-à-dire que nous, on peut se retourner contre cette personne et lui dire « Attendez, vous nous avez fait croire que vous étiez le seul propriétaire, on a accompli notre mission, ça ne peut pas aboutir, etc. » Mais, donc, de ce point de vue-là, pas de souci, sauf que si vous trouvez un acquéreur et que l'acquéreur ne peut pas acheter ou ne peut pas poursuivre son projet parce que notre mandat n'était pas signé par tout le monde, lui pourrait se retourner contre nous. Et donc... Alors, je vois une question dans le cas du forfait minimum. Donc, nous pratiquons un forfait minimum 5 000 hors taxes.
faut-il mentionner le barème pratiqué et ce en pourcentage? Alors, je suppose que la question concerne, parce que si c'est des honoraires à la charge du vendeur, non, on mentionne, c'est pas la peine de le mentionner. On met 5 000 euros hors taxe, si c'est hors taxe. Et c'est ce qu'on va mentionner sur le mandat. Je suppose que la question concerne éventuellement la publicité. Si c'est à la charge de l'acquéreur, oui, à ce moment-là, il faut calculer combien ça fait en pourcentage et le mentionner sur la publicité. Alors, je reviens à qui doit signer le mandat, l'eau, les propriétaires, directement ou par procuration. Il faut faire attention aux pièges classiques. Par exemple, décès d'un des époux en présence d'enfants, les enfants, ils sont majeurs ou mineurs. S'ils sont majeurs, ils doivent signer. Si ils sont mineurs, il faudra l'intervention du juge des tutelles. Il faut faire attention aussi à l'article 215 du Code civil, en présence d'époux dont un seul est propriétaire, peu importe le régime matrimonial. S'il s'agit de la résidence de la famille, il faut l'accord des deux pour la vendre. Attention, quand vous vendez un bien appartenant à une société, il faut vérifier, il faut prendre les statuts, vérifier l'objet social, vérifier les pouvoirs du gérant. Attention aux biens acquis qu'on a eu par donation. Il y a très souvent une interdiction de revente sans l'accord du donateur. Ensuite, en ce qui concerne la désignation du bien sur un mandat, en général, on n'a pas de problème particulier. On prend le titre de propriété et on vérifie qu'il n'y ait pas de décalage avec la réalité, ce qui vous permettra de voir s'il y a eu une extension réalisée sans permis, par exemple, ou d'autres choses qui sont incohérentes par rapport au titre de propriété. À ce moment-là, il faut demander des explications. Tout se vend, mais avec la manière. Alors, je continue avec le formalisme. Sur chaque mandat, il faut indiquer ses noms, prénoms et qualités. C'est en tout cas, en ce qui concerne la qualité, obligatoire pour les agents commerciaux depuis la loi Allure. Alors maintenant, j'en arrive à la durée du mandat. Les mandats doivent être limités dans le temps. Contrairement à ce que beaucoup croient, il n'y a pas une loi qui dit que le mandat il doit durer 1 an ou 2 ans. Voilà, ça c'est une croyance par rapport aux documents qu'on a sur le marché et qui contiennent à peu près toujours les mêmes durées. En ce qui concerne nos mandats, ils sont conclus pour une durée de 24 mois. Alors pourquoi 24 mois, pourquoi pas en tout cas, c'est comme ça. Alors, à l'intérieur de cette durée de 24 mois, vous avez les 14 premiers jours de rétractation, j'y viendrai tout à l'heure. Et vous avez une première période de 3 mois irrévocable, 3 mois maximum, donc on peut négocier à la baisse avec le mandant. En principe, il y a 3 mois irrévocables. Donc, il y a la première période de 14 jours s'il est signé hors établissement, où il peut se rétracter, et ensuite, jusqu'à la fin des 3 mois, il ne peut pas le dénoncer. Alors, ces 3 mois, c'est 3 mois maximum, c'est-à-dire qu'il peut nous envoyer une lettre recommandée au bout de 2 mois et demi. On pose souvent la question, est-ce qu'il peut envoyer sa lettre au bout de 3 mois ou 15 jours avant les 3 mois? C'est donc 15 jours avant les 3 mois. Et puis, il y a une autre période dans le mandat qui est après la fin du mandat. Nous, on a mis une période de 24 mois. C'est une période pendant laquelle le vendeur s'interdit de vendre directement ou indirectement à un client à qui nous aurions présenté le bien. Cette période de 24 mois est tout à fait légale. En fait, elle a été voilà. Là, voilà. Elle a été validée par voilà.
Elle a été validée par un arrêt de la Cour d'appel de Grenoble. C'était Sim Immobilier qui nous avons assigné un client qui nous avait doublé après la fin du mandat. Et on avait sur nos mandats une période de 24 mois. Et à l'époque, il n'y avait aucune jurisprudence encore qui fixait cette durée. La commission de recommandation des clauses abusives nous disait simplement c'est normal qu'il y ait cette interdiction, mais il faut que la durée soit raisonnable. Donc notre procès a validé une durée de 24 mois, vous voyez, pendant la durée du mandat et 2 ans après son expiration. Et vous pouvez trouver sur cet arrêt sur le site de la commission de recommandation des clauses abusives. Vous pouvez même consulter l'arrêt qui concerne donc Sim Immobilier. Bon, maintenant on efface les noms, mais c'est bien nous. Alors, cet arrêt, enfin en tout cas cette durée de 24 mois après la fin du mandat, a été validée aussi par la Cour de cassation sur, non pas sur cette affaire-là, mais sur une affaire similaire qui concernait un mandat d'édition préférence. Et pour être parfaitement transparent, je précise que Édition Préférence et tous les documents donc, que je vous montre aujourd'hui proviennent d'Édition Préférence. C'est une société que j'ai créée il y a une vingtaine d'années et je suis toujours en charge de la rédaction de la plupart des documents de cette société. Alors, je reviens aussi sur l'interdiction de vendre directement ou indirectement. Alors ça, c'est pendant la durée du mandat pour certains mandats simples ou après pour les mandats exclusifs, à un client à qui l'agence aurait présenté le bien préalablement. Donc je reviens surtout sur, bon, directement, c'est clair, mais indirectement, cette précision est dans tous les bons mandats. Et vous avez quand même beaucoup de mandats dans le commerce. Quand je dis dans le commerce, je ne veux incriminer personne, disons, sur le terrain, sur lesquels il n'y a pas cette interdiction de vendre indirectement. Dans ce cas, un client qui a visité avec une telle agence peut très bien acheter avec une autre. Et il ne peut pas acheter directement au propriétaire, mais il peut très bien acheter avec une autre agence. Et ce, complètement impunément. Donc c'est très important d'avoir cette précision dans les mandats. Alors j'en arrive à tac. L'avenant, les anneaux. Voilà, j'en arrive aux apports des lois Allure et Hamon en ce qui concerne donc les mandats. Il y a eu un certain nombre de modifications. Il y a obligation de mentionner son statut d'agent commercial dans tous les documents, donc dans les mandats et aussi dans les publicités. Dans les mandats doivent être indiqués les moyens de diffusion des annonces commerciales. Donc, vous voyez, moyens de diffusion des annonces commerciales, ici. Donc ça, c'est dans tous les mandats. Le mandat exclusif doit préciser les actions particulières que le mandataire s'engage à réaliser, ainsi que les modalités de compte rendu. Vous voyez, c'est sur ce mandat aussi. Là, c'est un mandat 3 options qui peut être simple, semi-exclusif ou exclusif. Donc, il y a toutes ces possibilités. Donc les modalités de compte rendu au mandant et selon une périodicité déterminée par les parties. Donc modalité de compte rendu au téléphone tous les 15 jours ou on peut se donner un rendez-vous toutes les 3 semaines, peu importe. En tout cas, il faut que ça soit écrit dans le mandat. Les mandats exclusifs doivent reproduire le deuxième alinéa de l'article 78 du décret de 72, c'est-à-dire la possibilité de dénoncer le mandat. Voilà, ici, la possibilité de dénoncer le mandat à tout moment au bout de 3 mois, donc maximum. Et on doit reproduire dans les mandats
la loi Châtel, l'article L136.1 du Code de la consommation. Alors, la loi Châtel, elle existe depuis assez longtemps, mais maintenant, on est obligé de l'écrire dans les mandats. Alors, c'est un peu incohérent parce que cette loi Châtel, elle nous oblige donc à informer le consommateur, notre client, avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction. Elle nous oblige donc à avertir notre client de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite. Sauf que dans nos mandats, il n'y a pas de clause de reconduction tacite. S'ils étaient faits ainsi, le mandat est donné pour 3 mois et ensuite il se renouvelle pour 24 mois. Oui, on serait en plein dans la loi Châtel, mais en fait c'est l'inverse, nos mandats sont donnés pour 24 mois, dont les 3 premiers mois irrévocables. Donc on n'est pas concerné par la loi Châtel, mais on est obligé de mettre quand même cet article. Quelle est la sanction? En fait, tout simplement, c'est si on avait des mandats où il est marqué 3 mois plus 24 mois, et qu'on n'informe pas le client de la possibilité de ne pas reconduire le contrat, ça veut dire simplement qu'il peut dénoncer son mandat sans délai. Alors j'en arrive à l'obligation générale d'information précontractuelle qui a été introduite par la loi Hamon. Alors là c'est assez sévère. Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur de manière lisible et compréhensible, donc par écrit, les informations suivantes: les caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix du bien ou du service, les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques, électroniques, à ses activités, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties, etc., etc., et aux autres conditions contractuelles pour ne rien oublier. Donc tout ça, ça va être précisé par un décret en Conseil d'État, mais c'est déjà applicable en ce qui concerne les contrats à distance ou les contrats hors établissement. Alors qu'est-ce que c'est un contrat à distance d'après la loi Hamon? C'est un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur dans le cadre d'un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à la conclusion du contrat. Et le contrat hors établissement, qui nous concerne quand même beaucoup plus, puisque c'est la plupart des mandats qu'on fait signer sont des contrats maintenant hors établissement. Avant, c'était des contrats, c'était la notion de démarchage. C'est tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur. Donc là, c'est en gros dès que vous sortez du lieu où vous exercez votre activité en permanence ou de manière habituelle. Alors, de manière habituelle, ça peut être les salons de l'immobilier. Donc là, le droit de rétractation ne s'appliquera pas. Ou dans un lieu où le professionnel exerce son activité en permanence et de manière habituelle, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent et où les parties étaient physiquement et simultanément présentes. Ça veut dire que si, par exemple, vous avez un rendez-vous chez un propriétaire et que vous vous dites si je le ramène à l'agence pour signer le mandat à l'agence, j'échappe au délai de rétractation, ça ne marche pas. S'il revient vous voir le lendemain ou le surlendemain tout seul, pas de rétractation. Mais si vous ne le lâchez pas, que vous le prenez par la main et que vous l'amenez directement à l'agence pour signer, le délai de rétractation devra s'appliquer. Alors, un point important aussi pour ceux qui pratiquent des ventes de commerce ou d'entreprises ou de locaux professionnels. Ce délai de rétractation, qui est applicable en principe aux relations entre consommateurs et professionnels, est étendu aux contrats conclus hors établissement, donc entre deux professionnels, dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale des professionnels sollicités, ça va de soi,
et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à 5. C'est-à-dire que jusqu'à 5 salariés, eh bien, vous devez le considérer comme un consommateur et lui donner la possibilité de se rétracter. Alors, l'obligation d'information précontractuelle spécifique au contrat conclu à distance et hors établissement. Ce qui est précisé, c'est que préalablement donc à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de service, le professionnel communique au consommateur de manière lisible et compréhensible les informations suivantes, alors celles qu'on a vues tout à l'heure. Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation dans les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'État. Et la charge de la preuve concernant le respect des obligations d'information mentionnées à la présente sous-section pèse sur le professionnel. Et là, je voulais en venir, c'est que les sanctions sont quand même graves parce que c'est 15 000 € d'amende pour une personne morale, 3 000 pour une personne physique par infraction. C'est-à-dire autant vous avez de mandats qui ne respectent pas l'information précontractuelle que voici. Donc je vous présente le document d'édition préférence information précontractuelle préalable à la signature d'un mandat. Donc bien évidemment, préalable, ça veut dire qu'il faut le faire signer avant. Voilà, donc c'est pas difficile à remplir. Le service proposé consistant en vente d'un bien, location, gestion, durée du mandat, honoraire. Et ensuite, vous avez le choix, soit le mandat devant être signé hors établissement ou à distance. Donc, le mandant pourra se rétracter pendant 14 jours. Il pourra toutefois demander à ce que le mandataire commence ses prestations avant l'expiration du délai de rétractation. Je vais y venir. Donc voilà, en dehors d'un document écrit préalable à la signature du mandat, point de salut. Donc, on attend le décret pour les mandats signés à l'agence. C'est déjà obligatoire pour les mandats signés hors établissement. Mais même en l'absence du décret, bon, c'est pas bien compliqué. Puis de toute façon, c'est pas la plupart des documents qu'on signe à l'agence. C'est pas bien compliqué de faire signer ce document. Alors, le délai de 14 jours, je reviens au délai de 14 jours. Il part à compter du jour de la conclusion du contrat. Donc il n'y a plus de lendemain du jour de la signature. Voilà, il part à compter du jour de la conclusion du contrat. Le consommateur nous informe de sa décision de rétractation en nous envoyant le formulaire de rétractation. Ou, alors ça c'est nouveau aussi, parce qu'avant c'était uniquement, il détachait le coupon, il le remplissait, il nous l'envoyait. Mais maintenant, il peut nous faire toute autre déclaration dénuée d'ambiguïté exprimant sa volonté de se rétracter. Et nous pouvons aussi permettre aux consommateurs de remplir et transmettre en ligne sur notre site internet le formulaire, etc. Ou alors qui nous le fasse par mail. Tout ça, c'est prévu sur les nouveaux modèles de mandat. Ensuite, si le consommateur, ça c'est nouveau aussi, vous savez qu'on avait un délai qui n'était pas un délai de rétractation, c'était la loi de 72, on parlait de délai d'annulation. Maintenant on parle de délai de rétractation du mandat, comme pour les compromis. Si le consommateur souhaite que l'exécution d'une prestation de service commence avant la fin du délai de rétractation mentionné à l'article 1, le professionnel recueille sa demande expresse sur papier ou sur support durable. Alors, voilà. Vous voyez ici, conformément à l'article du Code de la consommation, le mandant souhaite expressément ou ne souhaite pas que le mandataire commence ses prestations. Donc dans tous les mandats signés hors établissement, maintenant vous avez cette possibilité. Donc là on respecte la loi, il souhaite expressément ou il ne souhaite pas, on lui explique, et la plupart du temps il souhaite expressément, puisque au moment où il signe le mandat, il veut qu'on commence tout de suite à travailler. Donc on peut commencer tout de suite, et à ce moment-là, le vendeur, le mandant,
bénéficie quand même de son droit de rétractation. Il peut se rétracter quand même pendant la période de 14 jours, sauf si on a accompli notre mission. C'est-à-dire que si on a vendu pendant cette période-là, il ne peut plus annuler. Donc on a quand même une certaine garantie. Et avant, c'était différent, pendant qu'il y avait 7 jours, on avait le droit de rien faire du tout en principe. Alors bien sûr, on ne respectait pas vraiment cette possibilité, cette obligation. Mais c'était quand même ce que souhaitaient aussi les vendeurs. Donc, je voudrais vous parler aussi de la convention d'honoraires postérieure à l'acte authentique ou définitif. Savoir que je vous ai dit que il y avait donc 3 conditions pour le droit honoraire. La première, c'est ce qu'il y a dans le mandat. La deuxième, c'est ce qu'il y a dans l'engagement des parties. Et la troisième, c'est le fait que l'opération soit effectivement conclue par notre intervention. Donc tout ça, ça encadre une durée qui est la durée pendant laquelle la loi Hoguet s'applique. À tel point que pendant cette période, le droit honoraire est très encadré et quoi que vous fassiez signer d'autres, ça n'a aucune valeur. Vous ne pouvez pas faire signer pendant cette durée une reconnaissance d'honoraires, un bon de commission, etc. Tout ça, ça n'a aucune valeur. Sauf après. C'est-à-dire que quand l'acte authentique a été signé, c'est terminé. Vous n'avez plus... la loi Hoguet ne s'applique plus et une reconnaissance d'honoraires classique reprend toute sa valeur. Donc nous, systématiquement, après l'acte authentique, on fait signer une convention de reconnaissance d'honoraires sur laquelle on indique bien qu'elle est postérieure à l'acte authentique ou définitif, et celle-là, elle a de la valeur. Alors à quoi ça sert ? Ça sert à effacer un vice de forme éventuel du mandat, puisqu'on parle des vices de forme aujourd'hui. Imaginez, vous êtes agent immobilier, vous avez un négociateur qui fait une vente, tout se passe bien. Et puis, on s'aperçoit, comme je vous l'ai dit, il y a un problème 6 mois après l'acte authentique, il y a un problème de vice caché, un avocat qui se met de la partie. Le vendeur va produire son mandat et sur son mandat, tiens, on avait oublié de mettre le numéro d'ordre, donc il est nul. Enfin, je vous donne cet exemple, mais il peut y en avoir des dizaines d'autres. Donc le mandat est nul, donc déjà on rembourse les honoraires, puisque les honoraires ont été versés en vertu d'un mandat nul, non, il faut les rembourser. Donc, avec cette convention de reconnaissance d'honoraires, vous récupérez en quelque sorte, vous avez un nouveau fondement du droit honoraire et qui serait valable d'ailleurs même s'il n'y avait pas de mandat. Oui, là, on est complètement en dehors de la loi Hoguet, on ne pense même plus à la loi Hoguet, elle ne s'applique plus. Alors, ça a été confirmé par la Cour de cassation. Voilà, oui, Cour de cassation. Alors là, je vous prends un arrêt de 2013, mais c'est au moins le 20e depuis 15 ou 20 ans, qui dit exactement la même chose. Il résulte de la combinaison de ces textes d'ordre public que l'agent immobilier, donc il parle de la loi Hoguet, ne peut réclamer une commission ou une rémunération à l'occasion d'une vente d'une personne autre que celle mentionnée comme en ayant la charge dans le mandat et dans l'engagement des parties, donc ça on le sait. Ce qui est important, c'est que si, par une convention ultérieure, les parties peuvent s'engager à rémunérer les services de l'agent immobilier, cette convention n'est valable que si elle est postérieure à la vente régulièrement conclue. Et plus bas, c'est encore précisé. Voilà. Les acquéreurs ne pouvaient valablement s'engager à rémunérer les services de l'agent immobilier que par un engagement postérieur à la réitération authentique de la vente. Voilà, donc l'arrêt de la Cour d'appel a été cassé. Alors, je vois une question. Bonjour, peut-on faire signer un courrier comme quoi ils renoncent à leur droit de rétractation ? Eh bien non, parce que c'est d'ordre public et c'est absolument impossible. Voilà, ça c'est même précisé dans la loi Hamon. Toute convention par laquelle le client, le consommateur renoncerait à son droit de rétractation, à son délai de rétractation, est nulle. Question suivante. Doit-on refaire signer le document préalable lors d'un renouvellement de mandat ? C'est une excellente question.
Je répondrai oui s'il y a une innovation, c'est-à-dire que si vraiment, excusez-moi, si vraiment il y a des conditions très très différentes. Mais bon, si c'est simplement un nouveau mandat qui fait suite au premier, a priori non. Non, mais si vraiment les conditions se changent beaucoup, ça serait plus prudent. Voilà. Eh bien, en ce qui me concerne, j'ai terminé. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une excellente journée.